L'infirmière sauve un homme blessé sans savoir qu'il était millionnaire et que tout allait changer. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La pluie battait impitoyablement sur le pare-brise de la voiture, tandis que Marie conduisait sur la route déserte, dans la campagne près de Montvert. Ses yeux brûlaient après 18 heures de garde à l'hôpital municipal de Montvert, où elle travaillait comme infirmière-chef des urgences. La radio jouait doucement une musique quelconque, presque inaudible sous le bruit des gouttes d'eau qui semblaient vouloir percer le toit du véhicule. Ses pensées vagabondaient entre les patients qu'elle venait de quitter et la tasse de thé chaud qui l'attendait à la maison, quand quelque chose attira son attention. Une silhouette au bord de la route fit battre son cœur plus vite. Instinctivement, elle freina, laissant la voiture glisser sur plusieurs mètres avant de s'arrêter complètement. À travers la vitre embuée, elle distingua une forme humaine étendue dans la boue. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, saisissant rapidement sa trousse de premiers secours, qu'elle portait toujours avec elle, et sautant sous la pluie sans hésiter. Le corps d'un homme gisait inconscient, avec diverses blessures visibles. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Marie agit avec la précision que ses 15 années d'expérience lui avaient conférée. Elle vérifia les signes vitaux, stabilisa le cou et avec difficulté réussit à traîner l'homme jusqu'à sa voiture. Ses vêtements trempés et sales ne révélaient rien sur son identité, pas de documents, de téléphone ou d'autres effets personnels. « Tenez bon », murmura-t-elle, tout en manœuvrant la voiture pour retourner à l'hôpital. « Vous allez vous en sortir. » Le retour aux urgences provoqua l'émoi. Dr Paul, son collègue de garde, écarquilla les yeux en la voyant entrer portant l'inconnu. « Marie, tu viens à peine de partir d'ici !» s'exclama-t-il, courant déjà pour l'aider. « La vie a de ces ironies, » répondit-elle, aidant à placer le patient sur la civière. « Je l'ai trouvé sur la route de Rivière-des-Pierres. Il présente de multiples traumatismes, et probablement un traumatisme crânien. » Les heures suivantes furent intenses. Marie refusa de partir, participant activement aux procédures d'urgence. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait. Même inconscient, son visage transmettait une sérénité déconcertante, comme s'il était simplement plongé dans un sommeil profond. Lorsque finalement son état se stabilisa, il était déjà plus de 4 heures du matin. Marie observait le moniteur cardiaque, hypnotisé par le mouvement rythmique des lignes vertes, quand le docteur Paul toucha son épaule. « Tu dois te reposer », dit-il gentiment. « Il est stable maintenant. Nous avons fait tous les examens possibles, mais sans document. »« Je vais l'enregistrer comme patient inconnu », interrompit Marie, passant sa main dans ses cheveux d'un geste fatigué. « Mais j'ai l'intention de suivre le cas. »« Pourquoi ne suis-je pas surpris ?» sourit Paul, connaissant bien le dévouement de sa collègue. « Tu t'impliques toujours plus que tu ne le devrais. » Marie ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le visage de l'inconnu, remarquant pour la première fois ses traits bien définis, la mâchoire forte, les cheveux foncés qui, même souillés de boue, semblaient bien entretenus. Ses mains, maintenant propres, montrèrent les signes d'une vie privilégiée, ongles bien soignés, sans callosité, ni marque de travail pénible. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour le patient inconscient. « Et quelle histoire vous a amené ici ?» Avant de partir, Marie tint à tout organiser. Elle remplit la fiche préliminaire avec les données disponibles, vérifia la prescription médicale et donna des instructions détaillées à l'équipe du prochain quart. Enfin, elle sortit un petit carnet de son sac et écrivit une note, la laissant sur la table de chevet. « Vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'êtes pas seul. Je reviendrai vous voir dès que possible. Marie. » En quittant l'hôpital, la pluie avait diminué pour devenir une fine bruine. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, annonçant un nouveau jour. Marie monta dans sa voiture, épuisée mais avec la certitude que quelque chose d'important s'était produit cette nuit-là. Son instinct, qui se trompait rarement, lui disait que cette rencontre changerait sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine dans la vie de Marie. Même pendant ses jours de congé, elle tenait à passer à l'hôpital pour rendre visite aux patients inconnus. Elle s'asseyait à côté du lit, lisait des passages de livres, racontait des histoires du quotidien de l'hôpital et, parfois, restait simplement en silence, observant sa respiration cadencée. L'équipe s'était déjà habituée à sa présence constante. Certains la taquinaient même, l'appelant l'ange gardien.
Marie ne se souciait pas des commentaires. Il y avait quelque chose d'inexplicable qui la maintenait connectée à cet homme sans passé, comme si un fil invisible les unissait depuis cette nuit pluvieuse. C'est un mercredi après-midi, exactement 2 semaines après le sauvetage, que tout changea. Marie était en train de changer les fleurs dans le vase, un petit rituel qu'elle avait établi, quand elle remarqua un léger mouvement. Les doigts du patient bougèrent légèrement, et ses paupières commencèrent à trembler. « Docteur. »« Paul » appela-t-elle, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. « Il se réveille. » Le médecin arriva rapidement, accompagné de 2 infirmières. Les yeux de l'homme s'ouvrirent lentement, mettant quelques secondes à s'ajuster à la lumière. Son regard, initialement flou, parcourut l'environnement jusqu'à trouver le visage de Marie. « Où suis-je » Sa voix sortit rauque, presque un murmure. « Vous êtes à l'hôpital municipal de Montvert », répondit doucement Marie, tandis que le docteur Paul effectuait les procédures habituelles. « Je vous ai trouvé sur la route il y a 2 semaines. Vous avez eu un accident. » L'homme fronça les sourcils comme s'il essayait de traiter l'information. Ses yeux, d'un brun profond, montraient une confusion et une angoisse croissante. « Je ne me souviens pas, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. » Le docteur Paul et Marie échangèrent, des regards inquiets. Le médecin commença une série de questions basiques, nom, âge, ville natale, mais toutes reçurent le même regard perdu et angoissé. « C'est courant après des traumatismes crâniens », expliqua le médecin, essayant de rassurer le patient. « L'amnésie peut être temporaire. Nous allons faire d'autres examens pour mieux évaluer la situation. » Marie resta dans la chambre pendant que les examens étaient réalisés. Elle observait attentivement les réactions de l'homme, notant que, malgré la perte de mémoire, ses gestes et sa façon de parler indiquaient une éducation raffinée. Son vocabulaire, même limité par la situation, était articulé et précis. « Vous venez souvent me voir » demanda-t-il après un moment de silence. « Oui » répondit Marie, sentant ses joues rougir légèrement. « Je suis l'infirmière qui vous a trouvé cette nuit-là. »« Merci » dit-il, avec un faible sourire mais sincère, « de m'avoir sauvé et de ne pas m'avoir laissé seul. » Quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots fit accélérer le cœur de Marie. C'était comme si, même sans mémoire, il avait d'une certaine façon senti sa présence pendant tout ce temps. « Vous avez besoin d'un nom, » dit-elle, essayant de briser l'intensité du moment. « Nous ne pouvons pas continuer à vous appeler patient inconnu. » Il sembla réfléchir à la suggestion pendant un moment, son regard perdu vers la fenêtre qui montrait le ciel du soir. « Que diriez-vous de Michel ?» suggéra Marie. « Cela signifie qui est comme Dieu. Compte tenu de la façon dont vous avez survécu, je trouve que ça vous correspond. » L'homme sourit à nouveau, et cette fois le sourire atteignit ses yeux, illuminant son visage d'une manière qui fit Marie retenir son souffle pendant une seconde. « Michel » répéta-t-il, comme s'il testait le son. « Oui, je pense que ça peut fonctionner pour l'instant. » Les heures suivantes furent remplies de plus d'examens et d'évaluations. Michel démontrait avoir préservé des connaissances générales et des compétences de base, mais toute tentative d'accéder à des souvenirs personnels se soldait par un vide angoissant. C'était comme si sa vie antérieure avait été complètement effacée, ne laissant que les fondements de sa personnalité. À la fin de la journée, quand Marie dut partir, elle réalisa qu'elle était réticente à le quitter. Il y avait quelque chose de différent maintenant qu'il était conscient, une connexion qui devenait plus tangible à chaque moment partagé. « Je reviens demain », promit-elle, arrangeant une dernière fois son oreiller. « Je vous attendrai », répondit Michel, tenant doucement sa main un instant. « C'est étrange, mais votre présence est la seule chose qui semble familière. » Marie quitta l'hôpital ce soir-là avec le cœur battant à un rythme différent. En conduisant vers chez elle, elle se rendit compte que sa vie avait définitivement changé depuis cette nuit pluvieuse. Ce qui avait commencé comme un acte de secours s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Et quelque chose lui disait que ce n'était que la première page d'une histoire beaucoup plus grande. La récupération physique de Michel progressait rapidement, mais sa mémoire restait une énigme. Pendant les semaines qui suivirent, Marie dédia chaque moment libre à l'aider dans sa rééducation.
Les séances de physiothérapie se transformèrent en longues conversations et les exercices de mémoire devinrent des jeux particuliers entre eux deux. « Vous êtes sûr de n'avoir jamais joué aux échecs auparavant ?» demanda Marie, observant avec admiration comment Michel déplaçait les pièces avec habileté sur l'échiquier, qu'elle avait apporté pour stimuler sa cognition. « Apparemment, certaines compétences restent stockées quelque part dans l'esprit, » répondit-il, souriant tout en capturant une autre de ses pièces. « C'est comme faire du vélo. On oublie, même si on ne se souvient pas quand on a appris. » Le sourire de Michel était devenu une vision fréquente, illuminant la chambre d'hôpital, et Marie devait l'admettre, son propre cœur. Il y avait une douceur dans sa façon d'être qui contrastait avec la sophistication évidente de ses manières, la façon dont il tenait les couverts, dont il se comportait, dont il articulait chaque mot avec précision. Ce fut lors d'un de ces après-midi tranquilles que la première perturbation survint. Marie était en train d'organiser les médicaments quand elle remarqua un mouvement suspect par la fenêtre de la chambre. Une silhouette sombre observait de loin, partiellement cachée derrière un arbre dans le parking. Quand leurs regards se croisèrent, la silhouette disparut rapidement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Michel, remarquant son expression tendue. « Non, que rien » mentit-elle, ne voulant pas l'inquiéter. Mais dans les jours qui suivirent, la sensation d'être observée ne la quitta pas. La situation s'intensifia lorsque, un soir, en arrivant chez elle après sa garde, Marie trouva des signes que quelqu'un avait tenté de forcer sa fenêtre. Rien n'avait été pris, mais le message était clair. Ce n'était pas une tentative ordinaire de cambriolage. « Tu dois faire attention », l'avertit le docteur Paul quand elle lui confia ses préoccupations. Peut-être que notre patient mystérieux a un passé plus compliqué que nous ne l'imaginons. Les paroles de son collègue la troublèrent, mais pas suffisamment pour l'éloigner. Au contraire, chaque nouvel événement ne faisait que renforcer sa détermination à protéger Michel et à découvrir la vérité sur son passé. Un matin particulièrement agité, alors qu'elle aidait Michel avec ses exercices de physiothérapie, une infirmière novice entra en courant dans la chambre. « Marie, tu dois voir ça !» s'exclama la jeune femme, lui tendant une tablette avec une nouvelle en vedette. « Regarde qui est apparu dans le journal aujourd'hui. » Avant que Marie ne puisse l'en empêcher, la jeune femme tourna l'écran vers Michel. Dans les gros titres, une vieille photo montrait un homme élégant lors d'un événement social. Le visage était reconnaissable sans l'ombre d'un doute. C'était Michel, quelques années plus jeune, vêtu d'un costume impeccable, aux côtés de figures importantes du monde des affaires français. L'effet fut instantané. Michel pâlit, ses mains commencèrent à trembler et sa respiration devint irrégulière. Des images fragmentées envahirent dans son esprit. Des flashs de réunions dans des salles luxueuses, des documents importants, des conversations tendues dans des couloirs de marbre. « Je connais cet endroit », murmura-t-il, pressant ses tempes. Avec force, mais c'est comme voir la vie d'une autre personne à travers une vitre embuée. Marie congédia rapidement l'infirmière et s'assit à côté de lui, tenant fermement ses mains. « Tout va bien, allons-y doucement. Un souvenir à la fois. »« Il y a quelque chose qui ne va pas, Marie, » dit-il, ses yeux révélant une angoisse profonde. « Ces images qui reviennent, il y a quelque chose de dangereux en elles, quelque chose qu'il serait peut-être préférable de laisser dans l'oubli. » À ce moment, un bruit dans le couloir attira l'attention des deux. Des pas pressés s'approchaient, des voix autoritaires résonnaient dans les couloirs. Marie se leva instinctivement, se plaçant entre la porte et Michel. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, avec une détermination qui les surprit tous les deux, nous l'affronterons ensemble. » Ce que Marie ne savait pas encore, c'est que ce moment ne marquerait que le début d'une série de révélations qui transformeraient non seulement leur vie, mais aussi leur conception de la loyauté, du pouvoir et de la véritable signification d'un nouveau départ. La vérité était sur le point d'émerger, apportant avec elle autant de danger que d'espoir. Les pas dans le couloir appartenaient à un groupe de personnes en costume coûteux, mené par une femme d'âge moyen, à l'allure aristocratique, qui fit instinctivement Marie se redresser. Ses talons hauts claquaient contre le sol de l'hôpital, avec une autorité qui semblait vouloir plier le temps lui-même. « Michel Leroy », annonça la femme, ignorant complètement la présence de Marie. Ou devrais-je dire, simplement, « Michel, comme vous vous présentez ici ?»
Le nom provoqua une nouvelle vague de vertige chez Michel. Ses yeux se fixèrent sur la femme, cherchant dans ses traits une connexion avec son passé nébuleux. « Hélène Leroy », continua-t-elle, sa voix portant un mélange de soulagement et quelque chose de plus obscur. « Votre tante. Je vous cherche depuis des semaines, depuis votre disparition. » Marie observait la scène avec une appréhension croissante. La ressemblance physique entre Michel et Hélène était indéniable. Les mêmes yeux pénétrants, la même allure élégante. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont la femme regardait son neveu qui ne correspondait pas au soulagement d'un membre de la famille retrouvant un être cher. « Madame Leroy », intervint Marie, gardant la voix ferme. « Votre neveu est encore en convalescence, il souffre d'amnésie et a besoin de tranquillité pour... Et vous êtes... » coupa Hélène, dirigeant finalement son regard glacial vers Marie. « Marie Dubois, infirmière-chef des urgences. C'est moi qui ai trouvé votre neveu la nuit de l'accident. » Un éclair de quelque chose, surprise, inquiétude, passa dans les yeux d'Hélène avant qu'elle ne recompose son masque d'indifférence. « Ah oui, la sauveuse, dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La famille Leroy est profondément reconnaissante pour vos services. Notre avocat prendra contact pour organiser une généreuse compensation pour votre implication. » « Je ne suis pas intéressé. Par une compensation, répondit Marie, sentant le sang bouillir. Mon seul intérêt est le bien-être de mon patient. Michel, qui jusqu'alors observait l'interaction en silence, ressentit un violent mal de tête. Des fragments de mémoire commençaient à se former. Des réunions tendues dans une salle de conseil d'administration, des documents importants. En cours de signature, une discussion animée avec Hélène. « Les documents », murmura-t-il pressant ses tempes. Il y avait quelque chose dans les documents. Hélène fit un geste subtil et l'un des hommes en costume s'approcha avec un fauteuil roulant. « Vous avez besoin de vous reposer, cher neveu. J'ai déjà organisé votre transfert vers notre clinique privée. Là-bas, nous pourrons prendre soin correctement de votre rétablissement. »« Il n'ira nulle part, » déclara Marie, sa voix plus ferme que jamais. « En tant que professionnel responsable du cas, je n'autorise pas son transfert dans son état actuel. » La confrontation qui suivit fut interrompue par l'arrivée du docteur Paul, qui avait été alerté de l'agitation inhabituelle. Avec sa présence, la situation gagna un nouvel équilibre, bien que précaire. « L'infirmière Dubois a raison », affirma-t-il, après avoir rapidement examiné la documentation présentée par la famille. « Le patient n'est pas encore en état d'être transféré. De plus, nous avons besoin de temps pour vérifier correctement tous ces documents. » Hélène recula, mais son regard promettait que cette bataille était loin d'être terminée. « Très bien. Je resterai en ville pour suivre le rétablissement de mon neveu. Et j'espère, ajouta-t-elle, regardant directement Marie, que tous ici maintiendront la discrétion appropriée sur cette situation. » Après le départ du groupe, un silence pesant tomba sur la chambre. Michel semblait épuisé, comme si la brève rencontre avait drainé toutes ses énergies. « Vous allez bien ?» demanda Marie, s'asseyant à ses côtés. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « C'est comme si chaque souvenir qui revient apportait avec lui plus de questions que de réponses. Mais il y a une chose dont je suis certain. » Il serra fermement sa main. « Je ne lui fais pas confiance. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais chaque fibre de mon être me dit de ne pas faire confiance à Hélène Leroy. » Marie serra sa main en retour, sentant la chaleur du contact se répandre dans son corps. « Alors nous ne lui ferons pas confiance. Nous découvrirons la vérité ensemble, à notre rythme. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'à ce moment précis, Hélène Leroy passait un appel important dans sa voiture blindée. « Il a été retrouvé, » dit-elle sèchement. « Mais nous avons un problème, une infirmière, elle pourrait compliquer nos plans. » Les jours qui suivirent la visite d'Hélène Leroy transformèrent complètement la routine de l'hôpital. Des agents de sécurité privés commencèrent à circuler dans les couloirs, et des journalistes se mirent à rôder devant l'entrée principale, avides d'informations sur l'héritier retrouvé. L'histoire du millionnaire qui avait perdu la mémoire circulait déjà dans les principaux journaux du pays. Marie se rendit compte que sa vie aussi avait changé. Des reporters essayaient de l'aborder à la sortie du travail, et ses réseaux sociaux furent inondés de demandes d'amitié de la part d'inconnus. Mais rien de tout cela ne la dérangeait autant que la présence constante des assistants d'Hélène.
qui semblèrent surveiller chacun de ses mouvements. Au milieu de tout ce chaos, une figure inattendue apparut. Richard, son ex-petit ami des années universitaires. Il se présenta à l'hôpital en prétextant s'inquiéter après avoir vu l'histoire à la télévision. « Marie, ça fait longtemps !» s'exclama-t-il, arborant le même sourire charmeur qu'autrefois. « Nous devons parler. Je suis inquiet pour toi, te voir impliqué avec ces gens puissants. »« Richard, j'apprécie ton inquiétude, mais je vais bien, » répondit-elle, gardant ses distances. Quelque chose dans son instinct l'avertissait que cette retrouvaille n'était pas une simple coïncidence. Pendant ce temps, Michel poursuivait sa convalescence, désormais partagée entre des séances de physiothérapie et des réunions avec les avocats de la famille. Les souvenirs revenaient par fragments confus, des visages lors de réunions importantes, des discussions animées sur les affaires, des documents avec des chiffres astronomiques. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces rapports », commenta-t-il, avec Marie lors d'une de ses visites nocturnes, quand ils étaient enfin seuls. « Chaque fois que j'essaie de me concentrer sur ces chiffres, j'ai l'impression qu'il manque une pièce au puzzle. » Marie observait ses mains inquiètes remuer les papiers. Même sans mémoire complète, il était évident que sa connaissance des affaires restait intacte. « Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans ces documents ?»« Ce sont les transferts, » répondit-il, fronçant les sourcils. « De grosses sommes transférées vers des comptes à l'étranger quelques jours avant. »« Mon accident et la signature numérique. Quelque chose me dit qu'elle ne devrait pas être là. » Un bruit dans le couloir les interrompit. C'était Richard à nouveau, cette fois avec un bouquet de fleurs. « Désolé, je ne savais pas que tu avais de la compagnie, » dit-il, lançant un regard évaluateur à Michel. L'ambiance dans la chambre changea instantanément. Michel se redressa dans son lit, son visage prenant une expression que Marie n'avait jamais vue auparavant. Un mélange d'autorité et de méfiance qui semblait provenir de ses souvenirs les plus profonds. « Et vous êtes ?» demanda Michel, sa voix portant un ton qui ne correspondait pas à sa gentillesse habituelle. « Richard Mercier, un vieil ami de Marie, » répondit-il, tendant une main que Michel ne serra pas. « Je suis juste venu apporter ces fleurs et vérifier si tout allait bien pour notre infirmière préférée. » Marie remarqua la façon dont Richard avait mis l'accent sur « notre », essayant clairement d'établir une sorte de territoire. Mais avant qu'elle ne puisse intervenir, une nouvelle figure apparut à la porte, Hélène Leroy. « Quelle réunion intéressante !» commenta-t-elle, ses yeux calculateurs évaluant la scène. « Monsieur Mercier, quelle surprise de vous trouver ici. Je ne savais pas que vous connaissiez mon neveu. » Le sang de Marie se glaça. Comment Hélène connaissait-elle Richard? L'échange de regards entre les deux ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour confirmer ses soupçons. Il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. « En fait, je suis venu rendre visite à Marie, » répondit Richard, son ton décontracté sonnant forcé. « Nous sommes de vieilles connaissances de l'université. Fascinant comme les chemins se croisent, n'est-ce pas ?» commenta Hélène, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Marie, ma chère, pourrions-nous parler en privé? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Michel tenta de protester, mais Hélène entraînait déjà Marie hors de la chambre. Dans le couloir, loin des regards des autres, le masque de cordialité de la femme tomba complètement. « Je vais être directe, mademoiselle Dubois, » dit Hélène, sa voix basse et tranchante. « Combien voulez-vous pour vous éloigner de mon neveu? Nommez votre prix. » Marie eut l'impression de recevoir une gifle. « Madame Leroy, je crois que vous ne me connaissez pas. »« Au contraire, » l'interrompit Hélène. « Je connais très bien les personnes comme vous. Tout le monde a son prix. Et croyez-moi, pour votre propre bien, il vaut mieux accepter mon offre maintenant. » La menace voilée dans les paroles d'Hélène était claire comme de l'eau de roche. Mais au lieu de la peur, Marie sentit une détermination encore plus grande grandir en elle. « Vous avez raison sur une chose, » répondit-elle, gardant la voix ferme. « Vous ne me connaissez pas. Veuillez m'excuser. » De retour dans la chambre, Marie trouva Richard qui tentait toujours d'établir une conversation avec Michel, qui gardait un silence sépulcral. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Le lendemain matin, Marie arriva plus tôt à l'hôpital, son esprit traitant encore les événements de la veille. Elle trouva Michel réveillé, regardant par la fenêtre, avec une expression distante. Sur sa table de chevet, il y avait une enveloppe brune qu'elle n'avait jamais vue auparavant.
Je n'ai pas pu dormir, dit-il, sans détourner son regard de la fenêtre. J'ai passé la nuit à essayer de connecter. Les points. Il y a quelque chose de familier chez votre ex-petite amie, Marie, quelque chose qui me dérange profondément. Marie s'approcha, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. « Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, indiquant l'enveloppe du regard. « Une des infirmières de nuit me l'a apporté. Elle a dit l'avoir trouvée dans les archives anciennes de l'hôpital. » Michel se tourna enfin pour la regarder. Ce sont les dossiers d'une patiente d'il y a 5 ans, Sophie Leroy. Le nom figea Marie. Sophie Leroy. Elle se souvenait parfaitement de cette patiente. Une dame élégante qui avait passé ses derniers jours à l'hôpital, toujours avec un sourire gentil sur le visage, même au milieu de la douleur. « Votre mère » murmura Marie, les souvenirs revenant comme un tourbillon. « J'ai pris soin d'elle. Comment n'ai-je pas fait le rapprochement avant? Elle avait les mêmes yeux que vous. » Michel prit l'enveloppe en retirant une vieille photo. On y voyait Sophie dans un lit d'hôpital souriante, avec Marie à ses côtés. Elle a écrit à votre sujet dans son journal. Elle parlait d'une jeune infirmière qui avait restauré sa foi en l'humanité dans ses derniers moments. Les larmes commencèrent à se former dans les yeux de Marie. Elle était spéciale. Nous passions des heures à discuter. Elle parlait toujours d'un fils, de comment il était différent du reste de la famille, comment il avait un cœur sincère. « Il semble que le destin ait un sens de l'humour particulier », commenta Michel, la voix émue. « De toutes les personnes qui auraient pu me trouver sur cette route, le moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était le docteur Paul, avec une expression préoccupée sur le visage. « Marie, nous devons parler, en privé. » Dans le couloir, le médecin lui montra une série de documents. « Je viens de recevoir ça. Ce sont les registres de l'accident de Michel. Sa voiture, ce n'était pas un accident ordinaire. Il y a eu manipulation des freins. » Marie sentit son sang se glacer. « Vous en êtes sûr ? » ?»« Absolument. »« Et il y a ?» ?»« Plus ?» Paul baissa encore la voix. « Cet ex-petit ami, Richard, il est venu ici poser des questions étranges sur les dossiers médicaux de Michel avant même que la famille n'apparaisse. Les pièces commençaient à s'assembler d'une manière effrayante. La présence constante de Richard, la connaissance préalable d'Hélène à son sujet, les tentatives d'éloigner Marie du cas. De retour dans la chambre, Marie trouva Michel examinant plus de documents qui étaient arrivés avec les avocats. Son visage était pâle. « J'ai trouvé, dit-il sans préambule. La signature qui ne devrait pas être là, c'était celle de ma tante, autorisant des transferts de millions quelques jours avant l'accident. Mais je n'ai jamais donné cette autorisation. Et il y a plus, le nom de Richard Mercier apparaît dans plusieurs documents internes de l'entreprise. Michel. » Marie hésita, sachant que ses prochains mots changeraient tout. « Le docteur Paul vient de me montrer les rapports de votre accident. Ce n'était pas un accident. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Michel ferma les yeux, comme s'il essayait d'organiser le chaos dans son esprit. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination de fer dans son regard. « Marie, » dit-il, tenant sa main fermement, « j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Ce que je vais vous demander maintenant peut sembler fou, mais c'est le seul moyen de découvrir la vérité. » Elle serra sa main en retour, sentant la chaleur familière de ce contact qui était devenu son port d'attache. « Je vous fais confiance. Je vous ai toujours fait confiance. Alors aidez-moi à sortir d'ici. Ce soir, il y a un endroit que je dois visiter, un endroit qui apparaît dans mes rêves. Et quelque chose me dit que nous y trouverons les réponses que nous cherchons. » Marie savait que cette décision pourrait coûter son emploi, sa réputation et peut-être même plus. Mais en regardant dans les yeux de Michel, en se souvenant de Sophie et de toutes les connexions invisibles qui les avaient amenés jusqu'ici, elle n'eut aucun doute. « Je vais vous aider, » répondit-elle, sa voix ferme. « Mais nous devons être très prudents. Hélène a des yeux partout. » Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'à ce moment précis, une réunion secrète avait lieu dans le bureau d'Hélène Leroy. Richard y était présent, avec d'autres, hommes en costume, tous discutant de la prochaine étape d'un plan qui ne pouvait pas échouer. L'empire des Leroy était en jeu et ils feraient n'importe quoi pour le maintenir. Le plan d'évasion fut méticuleusement élaboré durant les heures suivantes. Marie réussit à obtenir l'aide discrète du docteur Paul qui, après avoir pris connaissance des rapports de l'accident, accepta de fournir une couverture.
Le plus grand défi serait de déjouer les gardes positionnés par Hélène à des points stratégiques de l'hôpital. La voiture de maintenance arrive à 20 heures pour le changement d'équipe, expliqua Marie à Michel, tout en arrangeant ses affaires, dans un petit sac à dos. Joseph, le chauffeur, est un ami de longue date. Il va nous aider. Michel, déjà vêtu de vêtements ordinaires que Marie avait apportés, observait les mouvements dans le couloir par l'entrebâillement de la porte. Il y a 2 gardes à l'ascenseur et un dans l'escalier de secours, chuchota-t-il. Comment allons-nous? Passer devant eux? Un sourire discret apparut sur les lèvres de Marie. Laissez-moi faire. J'ai travaillé 15 ans dans cet hôpital, je connais chaque raccourci et passage secondaire. Le plan commença à se dérouler à 19h45. Le docteur Paul initia une petite confusion aux urgences, prétextant une urgence nécessitant une attention immédiate. Les gardes, suivant le protocole, durent se repositionner pour contrôler le flux accru de personnes. Marie profita de la distraction pour guider Michel par un couloir latéral, utilisé principalement par l'équipe de nettoyage. À travers une série de portes de service et de couloirs étroits, ils atteignirent une zone plus ancienne de l'hôpital, rarement utilisée. « Ici », indiqua-t-elle, pointant vers une porte apparemment verrouillée. Avec un mouvement précis, elle manipula l'ancienne serrure. Ce passage mène directement au parking des employés. Tandis qu'ils traversèrent le chemin obscur, Marie sentit la main de Michel chercher la sienne. Le contact, désormais familier, transmettait à la fois nervosité et confiance. C'était impressionnant comment, en si peu de temps, ils avaient développé cette connexion silencieuse. « Vous risquez tout pour moi », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Votre emploi, votre carrière. »« Je fais ce qui est juste », répondit-elle, serrant sa main. « De plus, votre mère aurait fait la même chose pour moi. » La mention de Sophie sembla renforcer la détermination de Michel. Lorsqu'ils arrivèrent, finalement au parking des employés, Joseph les attendait déjà avec la voiture de maintenance, moteur en marche. « Vite !» chuchota le chauffeur, ouvrant la porte arrière. « Il y a un mouvement étrange à l'entrée principale. » À peine s'était-il installé dans le véhicule qu'ils virent Richard traverser le parking d'un pas pressé, parlant au téléphone. Marie et Michel se baissèrent instinctivement, leur cœur battant à toute vitesse. « Hélène !» purent-ils entendre la voix de Richard résonner. « Quelque chose ne va pas. Je n'arrive pas à contacter les gardes du 3e étage. » La voiture de maintenance passa lentement par le portail de service. Joseph, maintenant, une vitesse constante pour ne pas attirer l'attention. Dès qu'ils gagnèrent la rue, Marie laissa échapper la respiration qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. « Où allons-nous » demanda Joseph, gardant les yeux sur la route. Michel ferma les yeux un moment, comme s'il cherchait dans ses souvenirs fragmentés le bon chemin. « Manoir Leroy », répondit-il finalement, « mais pas l'actuel, l'ancien où j'ai grandi, où ma mère vivait. »« Vous êtes sûr ?» questionna Marie, inquiète. « Ce doit être le premier endroit où ils vont nous chercher. »« C'est exactement pour cette raison que personne n'imaginera que nous irions là-bas, » répondit-il, une lueur déterminée dans les yeux. « De plus, il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose d'important que je dois trouver. » Le trajet fut tendu. Chaque feu rouge semblait une éternité. Marie gardait les yeux fixés sur le rétroviseur, s'attendant à tout moment à voir des voitures de sécurité les suivre. Mais les rues restaient étonnamment calmes. L'ancien manoir Leroy se trouvait à la périphérie de la ville, une construction imposante du début du XXe siècle qui avait été pratiquement abandonnée après que la famille ait déménagé dans une résidence plus moderne au centre des affaires. Quand Joseph s'arrêta finalement dans une rue latérale, la vue du manoir fit frissonner Michel. Des fragments de mémoire commencèrent à surgir, des jeux dans le jardin, le sourire de sa mère, des conversations chuchotées dans des couloirs sombres. « Merci Joseph, » dit Marie, embrassant son ami. « Tu as déjà fait plus que suffisant. Maintenant, tu dois retourner pour ne pas éveiller les soupçons. » Après le départ de la voiture, Marie et Michel restèrent un moment immobiles, observant le manoir qui s'élevait devant eux comme une sentinelle silencieuse des secrets du passé. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Marie, remarquant la tension dans les épaules de Michel. « Non, » répondit-il honnêtement, « mais je dois le faire. Pour ma mère, pour vous, pour tout ce qu'ils ont essayé de me prendre. » Ensemble, ils commencèrent à marcher vers l'arrière de la propriété. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à ce moment précis,
Un système de sécurité ancien et oublié avait été activé, envoyant une alerte silencieuse à un numéro qu'Hélène Leroy n'avait jamais retiré de sa liste de contacts. L'ancien manoir Leroy dégageait une aura mélancolique sous la lumière de la lune. Marie et Michel réussirent à entrer par une porte latérale à l'arrière, dont le code d'accès surgit spontanément dans la mémoire de ce dernier, un fragment de plus de son passé revenant au moment précis. L'intérieur de la maison était une capsule temporelle. Les meubles recouverts de draps blancs créaient des formes fantomatiques dans les ombres. L'odeur de moisi et d'abandon ne parvenait pas à masquer complètement l'essence d'un foyer qui avait un jour été plein de vie. « Par ici », chuchota Michel, guidant Marie à travers un large couloir. Le bureau de ma mère se trouvait au bout de ce couloir. Pendant qu'il marchait, Michel s'arrêtait occasionnellement, touchant des objets spécifiques, un chandelier en bronze, la rampe de l'escalier, une ancienne peinture au mur. Chaque contact semblait éveiller davantage de souvenirs. Elle travaillait souvent tard, commenta-t-il, sa voix chargée d'émotion. Je restais éveillé à l'attendre qu'elle termine, juste pour pouvoir lui souhaiter bonne nuit. Le bureau de Sophie Leroy était resté pratiquement intact, comme s'il attendait son retour. Une épaisse couche de poussière recouvrait le mobilier élégant, mais l'organisation méticuleuse des objets était encore évidente. « Que cherchons-nous exactement ?» demanda Marie, observant Michel examiner chaque centimètre de la pièce avec un regard concentré. « Je n'en suis pas sûr, » répondit-il, passant ses doigts sur la surface de l'ancien bureau. « Mais ces dernières nuits, j'ai rêvé de cet endroit, d'un tiroir secret, un compartiment que seule ma mère connaissait. » Marie commença à aider dans la recherche, examinant soigneusement chaque meuble. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de curieux dans le grand portrait de Sophie qui dominait l'un des murs. « Michel, regardez ça. Le cadre, il semble y avoir une irrégularité ici. » En touchant le point indiqué par Marie, un léger clic se fit entendre, et un petit tiroir se projeta discrètement de la base du cadre. À l'intérieur, il y avait une clé USB et une enveloppe jaunie adressée à Michel. D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe. L'élégante calligraphie de Sophie remplissait plusieurs pages, mais ce fut la première phrase qui fit son cœur s'arrêter un instant. « Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que mes soupçons étaient corrects. Ils essaieraient de faire taire la vérité. » Marie s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule tandis qu'il poursuivait sa lecture. La lettre révélait un réseau complexe de manipulations financières et de décisions douteuses prises par Hélène et ses alliés, utilisant l'Empire Leroy pour des opérations qui frôlaient l'illégalité. « Ma mère avait tout découvert », murmura Michel, sa voix chargée d'une compréhension douloureuse. Elle rassemblait des preuves, se préparant à révéler la vérité. Et puis, un bruit venant de l'étage inférieur interrompit ses pensées. Des pas, plus d'une personne. Marie éteignit rapidement la lampe torche qu'ils utilisaient. « Vite !» chuchota-t-elle, « nous devons sortir d'ici. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, la voix d'Hélène résonna dans le couloir. « Michel, je sais que tu es ici. La maison a encore des détecteurs de mouvement, cher neveu. Viens, nous devons parler de façon civilisée. » Michel rangea rapidement la lettre et la clé USB dans sa poche, ses yeux cherchant une voie de fuite. Marie avait déjà un pas d'avance, ouvrant silencieusement une porte latérale qui donnait accès à une petite véranda. « Il existe toujours une issue, » chuchota-t-elle, se rappelant les paroles que Sophie avait l'habitude de dire lors de leur conversation à l'hôpital. « Nous devons juste garder notre calme et nous faire confiance mutuellement. » Les pas se rapprochaient. La lumière des lampes torches commençait à illuminer le couloir. Michel regarda Marie et à ce moment, une certitude s'établit entre eux. Peu importe ce qui arriverait ensuite, ils l'affronteraient ensemble. La véranda offrait un accès à un ancien escalier de service, partiellement recouvert de lierre. C'était risqué, mais c'était leur seule option. Alors qu'ils commençaient leur descente prudente, la voix de Richard se joignit à celle d'Hélène à l'étage supérieur. « Ils ne peuvent pas être allés loin », résonna sa voix. « Les preuves doivent être récupérées, Hélène. Vous savez ce qui se passera si ces documents venaient à être révélés. » Marie et Michel échangèrent des regards significatifs. Maintenant, ils étaient absolument certains. Quoique, ce soit dans cette clé USB et dans la lettre de Sophie, c'était suffisamment important pour justifier toutes les actions d'Hélène et de ses alliés. L'escalier grinça légèrement sous leurs pieds,
faisant accélérer leur cœur. À chaque pas, la tension augmentait. Ce n'était pas seulement une fuite, c'était une course contre la montre, contre le pouvoir, contre un système qui pendant des années s'était nourri de secrets et de manipulations. Et au milieu de tout cela, quelque chose de plus profond se renforçait. Le lien entre une infirmière qui avait toujours suivi son cœur et un homme qui, même sans mémoire, n'avait jamais perdu son essence. La pluie commença à tomber lorsque Marie et Michel réussirent enfin à s'éloigner du manoir. Les gouttes lourdes rappelaient cette nuit fatidique où leur destin s'était croisé pour la première fois. Maintenant trempés et haletants, ils devaient trouver un endroit sûr pour examiner les documents récupérés. « Je connais un endroit, » dit Marie, les guidant à travers des rues secondaires. « Ma grand-mère a laissé une petite maison à la périphérie de la ville. Personne ne la connaît à part ma famille. » Après presque 1 heure de marche, ils arrivèrent à une maison modeste cachée entre des arbres touffus. L'intérieur était simple mais accueillant, préservant l'essence de la dame qui y avait vécu. Marie alluma quelques lumières et fournit des serviettes sèches. « Nous devons voir ce qu'il y a sur cette clé USB, » dit Michel, ses mains tremblant encore légèrement. « Mais avant, je pense que vous devez lire cette lettre aussi. » Marie s'assit, à côté de lui sur l'ancien canapé, pendant qu'il dépliait les pages écrites par Sophie. À chaque paragraphe, ses expressions changeaient. Surprise, compréhension, indignation. « Votre mère savait tout, » murmura Marie, sa voix empreinte d'admiration. Elle rassemblait des preuves depuis des années, documentant chaque irrégularité, chaque détournement. Et elle a payé cher pour cela, compléta Michel, sa voix étranglée. Je comprends maintenant pourquoi Hélène a toujours contrôlé si rigoureusement mon accès aux documents de l'entreprise après le décès de ma mère. Ils connectèrent la clé USB à l'ordinateur portable que Marie gardait dans la maison. Un dossier s'ouvrit, révélant des centaines de fichiers méticuleusement organisés. Tableaux financiers, contrats suspects, enregistrements de réunions secrètement enregistrés. Sophie avait construit un dossier solide contre sa propre belle-sœur. « Regardez ça », pointa Marie, indiquant une série de transferts. Ces valeurs sont identiques à celles qui sont apparues dans les documents de l'hôpital avant votre accident. Michel se pencha sur l'écran, ses souvenirs d'affaires revenant avec force. Ils utilisaient la fondation caritative de l'entreprise comme façade. Ils détournèrent de l'argent qui aurait dû aller aux hôpitaux publics, y compris celui où vous travaillez. Un fort coup de tonnerre secoua les fenêtres, les faisant sursauter. La tempête dehors s'intensifiait, reflétant la turbulence de leur découverte. « Votre mère avait un plan », continua Marie, lisant davantage de la lettre. Elle ne voulait pas seulement exposer les crimes, elle voulait transformer l'entreprise, utiliser son pouvoir pour vraiment faire la différence. « Et maintenant, je sais ce que je dois faire », dit Michel, une nouvelle détermination dans sa voix. « Je vais réaliser son rêve, mais d'abord… » Il prit la main de Marie, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Je dois vous raconter quelque chose dont je me suis souvenu. À propos de la dernière fois que j'ai vu ma mère, Sophie avait mentionné Marie à son lit d'hôpital, décrivant la jeune infirmière qui apportait de la lumière à ses jours difficiles. Elle a dit que vous aviez le même cœur que moi, la même volonté de faire ce qui est juste, peu importe le coût. » Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. Elle disait toujours que l'univers a sa propre façon d'unir des âmes sœurs. Le moment fut interrompu par le son d'une voiture s'approchant. Ils coururent à la fenêtre, leur cœur accéléré. À travers le rideau de pluie, ils virent des phares illuminant l'entrée de la propriété. « Comment nous ont-ils trouvés ?» chuchota Marie, mais la réponse vint comme un coup de poing dans l'estomac. Richard connaissait cet endroit. Elle avait mentionné la maison de sa grand-mère pendant leur relation des années auparavant. « Y a-t-il une sortie par l'arrière » demanda Michel, rangeant rapidement les documents. « Oui, à travers le jardin. Mais avec cette pluie… » « Nous n'avons pas le choix, » interrompit-il, prenant sa main. « Me faites-vous confiance ?» Marie acquiesça sans hésiter, toujours. Alors qu'ils se préparaient pour une nouvelle fuite dans la nuit orageuse, Marie réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Ils n'étaient plus simplement l'infirmière et le patient, le riche et la roturière, l'homme sans mémoire et sa sauveuse. Ils étaient partenaires, unis par un but plus grand qu'eux-mêmes. Le bruit de pas sur la véranda de devant résonna dans la maison. Marie éteignit rapidement les lumières,
tandis que Michel vérifiait la sortie arrière. La pluie continuait de tomber impitoyablement. Mais maintenant, au lieu de la peur, il ressentait une étrange sensation de déjà-vu, comme si le destin les mettait une fois de plus dans une nuit pluvieuse, testant leur force et leur détermination. Là, sortie par l'arrière de la maison, donnait sur un petit bois que Marie connaissait bien depuis son enfance. Même avec la pluie torrentielle, elle parvenait à identifier les chemins sûrs entre les arbres. Michel la suivait de près, les documents protégés dans une pochette imperméable qu'ils avaient trouvée dans la maison. Les phares des voitures créaient des ombres, fantomatiques à travers la végétation, et des voix autoritaires commençaient à résonner dans la propriété. Parmi elles, celle de Richard se distinguait donnant des ordres pour encercler le périmètre. « Il connaît cet endroit », chuchota Marie, guidant Michel sur un chemin particulièrement étroit, mais pas aussi bien que moi. Ils avancèrent sur le sentier glissant jusqu'à atteindre une petite construction en pierre, un ancien dépôt d'outils que sa grand-mère utilisait. Marie tâtonna dans l'obscurité jusqu'à trouver la clé cachée sous une pierre descellée. À l'intérieur du dépôt, trempés et haletants, ils purent enfin faire une pause. Michel sortit la pochette avec les documents de sa veste, vérifiant que tout était intact. « Nous avons besoin d'un plan, dit-il, sa voix basse mais ferme. Nous ne pouvons pas continuer à fuir indéfiniment. » Marie acquiesça, essorant l'eau de ses cheveux. « Vous avez raison, et je crois savoir par où commencer. » Elle fit une pause, organisant ses pensées. « Dr Paul, il a des contacts dans la presse, des personnes de confiance qui peuvent nous aider à exposer tout cela. » Un bruit à l'extérieur les figea. Des pas s'approchaient et une lumière de lampe torche balayait le terrain près du dépôt. « Marie. » La voix de Richard résonna dangereusement proche. « Je sais que tu es ici. Parlons civilement, cela n'a pas besoin de mal finir. » Michel serra la main de Marie avec force, ses yeux transmettant un message silencieux de protection. Mais ce fut l'expression déterminée sur le visage d'elle qui le surprit. « Assez de fuir, » chuchota-t-elle, se levant. « Il est temps de les affronter. » Avant que Michel ne puisse protester, Marie ouvrit la porte du dépôt. La pluie avait diminué pour devenir une fine bruine et Richard se tenait à quelques mètres, sa silhouette illuminée par les phares distants. « Tu as finalement retrouvé la raison, dit-il, un faux sourire sur son visage. Hélène est généreuse, Marie. Le montant de la proposition a doublé. « Pourquoi, Richard ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de déception. « Pourquoi t'es-tu impliqué avec des gens comme ça ?»« Pourquoi ?» Il rit amèrement. « Regarde-toi, toujours si correct, si dévoué. Tu sais combien gagne un cadre de la Fondation Le Roi. En un mois, je gagne plus que toi en une année entière. Et combien coûte ta conscience ?» La voix de Michel résonna fermement, tandis qu'il sortait du dépôt, se plaçant aux côtés de Marie. « Combien vaut la participation à un système qui détourne de l'argent des hôpitaux publics ?» Richard perdit momentanément sa contenance. « Tu ne comprends rien. La Fondation Le Roi est plus grande que nous tous. Ce que nous faisons, ce que vous faites, c'est voler à ceux qui en ont le plus besoin, » interrompit Marie. « Combien de vies auraient pu être sauvées avec l'argent que vous avez détourné ?» Une nouvelle voiture s'approcha et Hélène Leroy émergea de l'obscurité comme une ombre élégante. « Toujours aussi dramatique, ma chère, dit-elle, son ton condescendant. Le monde n'est pas noir et blanc comme vous le pensez. »« Non, » répondit Michel, faisant un pas en avant, « mais il existe le bien et le mal. Ma mère le savait, et elle a payé le prix pour avoir essayé de faire ce qui est juste. » La mention de Sophie fit visiblement tressaillir Hélène. « Ta mère était une idéaliste qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde réel. » Elle comprenait parfaitement, rétorqua Michel, sa voix gagnant en intensité. « Et elle a laissé des preuves, toutes les preuves dont nous avons besoin pour vous exposer. » Un silence pesant tomba sur le groupe, rompu seulement par le son de la bruine sur les feuilles des arbres. Hélène fit un pas en avant, son visage masquant une fureur contrôlée. « Tu penses vraiment pouvoir lutter contre nous, contre tout le système que nous avons construit ?»« Non, » répondit Marie, entrelaçant ses doigts avec ceux de Michel. « Il n'est pas seul dans cette lutte. » Ce moment-là, des phares différents illuminèrent la scène. Le docteur Paul émergea de l'une des voitures, accompagné de 2 personnes que Marie reconnut comme des journalistes d'investigation d'un important journal. « En fait, dit le médecin, un sourire satisfait sur le visage,
Aucun de nous n'est seul. Dans cette lutte, l'expression d'Hélène vacilla pour la première fois, tandis que Richard faisait involontairement un pas en arrière. Le jeu avait changé et tous ici le savaient. La vérité, gardée si longtemps dans les coins sombres de l'Empire Leroy, était sur le point d'être révélée. Les jours qui suivirent la confrontation dans la maison de la grand-mère de Marie furent intenses. La presse transforma l'affaire en l'une des plus grandes enquêtes d'entreprise de l'année. Les manchettes exhibaient des photos de l'Empire Leroy, tandis que des reportages spéciaux révélèrent le système de détournement de fonds de la Fondation. Michel, dont la mémoire était maintenant presque totalement restaurée, décida de convoquer une conférence de presse dans l'auditorium de l'hôpital municipal de Montvert. Le choix du lieu n'était pas anodin. C'était une déclaration claire de ses nouvelles priorités. « Cet hôpital, commença-t-il, sa voix ferme résonnant dans le microphone, représente tout ce en quoi ma mère croyait. C'est ici que nous voyons la véritable signification de prendre soin des gens. » L'auditorium était bondé de journalistes, d'employés de l'hôpital et de curieux. Marie observait depuis le premier rang, son cœur débordant de fierté en voyant Michel, impeccable dans son costume bleu, affrontant les caméras avec une dignité qui rappelait beaucoup Sophie. « La Fondation Leroy a été créée dans un but noble, ironiquement, continua-t-il. Ma mère rêvait de transformer la réalité de la santé publique dans notre pays, mais ce rêve a été corrompu par des personnes qui ont placé l'avidité au-dessus du bien commun. Les présentations de diapositives montraient des documents, des tableurs et des enregistrements. Toutes les preuves méticuleusement rassemblées par Sophie et préservées jusqu'à ce moment. Le visage d'Hélène apparaissait dans plusieurs registres, aux côtés d'autres dirigeants importants. « Je ne suis pas ici seulement pour dénoncer un crime », déclara Michel, son regard croisant celui de Marie pendant un bref instant. « Je suis ici pour annoncer une transformation. À partir d'aujourd'hui, la Fondation Leroy sera complètement restructurée. » Un murmure parcourut l'auditorium. Michel fit une pause dramatique avant de continuer. « Tout le conseil d'administration sera remplacé. Chaque centime détourné sera rendu aux hôpitaux avec intérêt et correction. Mais plus encore. Nous allons tripler les investissements dans la santé publique au cours des 5 prochaines années. » L'annonce provoqua une explosion de flashs et de questions. Michel leva la main, demandant le silence pour sa déclaration finale. « Et pour garantir que cette transformation soit réellement efficace, j'ai le plaisir d'annoncer que la nouvelle directrice exécutive de la Fondation sera quelqu'un qui connaît profondément les besoins réels de la santé publique. » Marie sentit son cœur s'arrêter un instant lorsque Michel tendit la main dans sa direction, l'invitant à le rejoindre sur scène. « L'infirmière Marie Dubois n'a pas seulement sauvé ma vie cette nuit pluvieuse, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Elle a également pris soin de ma mère dans ces derniers moments, et maintenant elle va nous aider à réaliser le rêve que Sophie avait pour cette fondation. » En montant sur scène, Marie se souvint de toutes les nuits épuisantes aux urgences, de tous les patients qu'elle n'avait pas pu aider par manque de ressources, de toutes les fois où elle avait dû improviser avec le peu qu'elle avait. Maintenant, elle aurait le pouvoir de changer cette réalité. « J'accepte cette responsabilité, » dit-elle au microphone, sa voix ferme malgré l'émotion, non comme un poste de prestige, mais comme une mission. Chaque hôpital public, chaque centre de santé, chaque professionnel du secteur mérite des conditions de travail dignes. La conférence se prolongea pendant des heures, avec des questions sur les plans futurs de la Fondation, sur les enquêtes en cours, sur les changements administratifs. Mais le moment le plus touchant vint lorsqu'une infirmière âgée de l'hôpital se leva pour parler. « J'ai connu Sophie Leroy, dit-elle, les larmes aux yeux. Elle disait toujours qu'un jour son fils comprendrait la véritable signification de prendre soin des gens. Aujourd'hui, elle serait fière. » Michel dut faire une pause pour contrôler sa propre émotion. Marie, à ses côtés, tint discrètement sa main, offrant le soutien silencieux qui était devenu sa marque distinctive. À l'extérieur de l'auditorium, la ville suivait son rythme normal. Les ambulances arrivaient et partaient. Les médecins et les infirmières continuaient leur travail inlassable. Mais quelque chose avait fondamentalement changé ce jour-là. Une promesse de transformation qui a commencé avec le geste courageux d'une mère, a été préservée par l'amour d'un fils et serait réalisée grâce au dévouement d'une infirmière qui n'a jamais hésité à faire ce qui est juste. La nouvelle de la restructuration de la Fondation Leroy parcourut le pays comme un souffle d'espoir.
Dans les jours qui suivirent la conférence de presse, Marie se retrouva plongée dans une nouvelle réalité, partageant son temps entre apprendre les méandres administratifs de la Fondation et maintenir son travail pratique à l'hôpital, quelque chose qu'elle tenait à ne pas abandonner. « Vous n'avez pas besoin de garder les gardes », dit Michel un après-midi, la trouvant aux urgences après une réunion avec des investisseurs. « Vous avez déjà assez de responsabilités avec la Fondation. » Marie sourit tout en organisant des médicaments. « Si, j'en ai besoin, c'est ici que je garde les pieds sur terre, que je me rappelle exactement pourquoi nous faisons tout cela. » Michel l'observa avec admiration, reconnaissant en elle le même dévouement que sa mère avait toujours montré. C'était impressionnant comme le destin avait entrelacé leur vie de manière si profonde. La transformation de la Fondation commença par les petits hôpitaux, ceux qui souffraient le plus du manque de ressources. De nouveaux équipements furent livrés, des ailes furent rénovées, des professionnels furent embauchés. Chaque changement était suivi de près par Marie, qui tenait à vérifier personnellement si tout était correctement mis en œuvre. « Vous êtes vraiment en train de changer les choses », commenta le docteur Paul, maintenant directeur clinique de l'hôpital municipal, lors d'une réunion d'évaluation. « En 3 mois, nous avons réussi à réduire le temps d'attente pour les chirurgies de 40%. Le travail était intense, mais gratifiant. Marie et Michel formaient un partenariat parfait. Elle avec sa connaissance pratique du système de santé, lui avec son expérience en gestion et en affaires. Ensemble, ils réalisaient le rêve que Sophie avait semé des années auparavant. Les nouvelles concernant Hélène et ses associés arrivaient sporadiquement. La procédure judiciaire suivait son cours et les preuves étaient irréfutables. Richard avait conclu un accord de collaboration, révélant encore plus de détails sur le système de détournement. Un après-midi particulièrement significatif, Michel emmena Marie visiter un lieu spécial, l'ancien jardin d'hiver du manoir Leroy, désormais restauré dans sa splendeur d'origine. « Ma mère passait des heures ici », raconta-t-il, la guidant parmi les fleurs soigneusement cultivées. C'était son refuge, où elle planifiait tous les projets sociaux de la Fondation. Marie toucha délicatement une orchidée blanche, la préférée de Sophie. Elle serait si heureuse de voir tout cela se produire. « Elle le voit », répondit doucement Michel, prenant la main de Marie. « Et tu sais quoi d'autre ? Elle avait raison à ton sujet depuis le début. »« Comment ça ? » ?»« J'ai trouvé un autre de ses journaux, » expliqua-t-il, sortant un petit carnet de sa poche. « Dans sa dernière entrée, elle a écrit quelque chose à ton sujet, après l'une de tes gardes où tu prenais soin d'elle. » Michel ouvrit le journal à une page marquée et lut. « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de spécial, une jeune infirmière aux yeux gentils et aux mains fermes. Il y a quelque chose en elle qui me rappelle mon fils, la même détermination à faire ce qui est juste, le même cœur généreux. Peut-être qu'un jour leurs chemins se croiseront, et quand cela arrivera, je suis certaine qu'ensemble ils réaliseront de grandes choses. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Marie. Michel rangea le journal et l'étreignit tendrement. « Elle nous a unis », chuchota Marie contre sa poitrine. « D'une certaine façon, même après son départ, elle a trouvé un moyen de nous rapprocher. » « Et maintenant, nous avons une mission à accomplir, » compléta Michel, s'éloignant juste assez pour regarder dans ses yeux. Honorer son héritage, transformer son rêve en réalité. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers le toit en verre du jardin d'hiver, créant une mosaïque de lumière et d'ombre autour d'eux. C'était un moment de paix après toute la turbulence, un moment de promesse et de nouveau départ. « Savez-vous ce que votre mère a aussi écrit ?» demanda Marie, se souvenant des conversations qu'elle avait eues avec Sophie. « Que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'influence, mais dans la capacité à faire la différence dans la vie des gens. » Michel sourit, reconnaissant les paroles de sa mère. « Et c'est exactement ce que nous allons faire. Un hôpital à la fois, un patient à la fois. » Là, entourés des fleurs que Sophie aimait tant, ils scellèrent cet engagement par un doux baiser. Non seulement un geste d'amour entre deux personnes, mais un symbole d'union entre deux cœurs qui avaient retrouvé l'un dans l'autre la force de lutter pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les mois suivants apportèrent des changements significatifs, non seulement pour la Fondation Leroy, mais pour tout le système de santé de la région. L'hôpital municipal de Montvert, autrefois connu pour ses carences, devenait une référence en matière de soins publics. Marie coordonnait personnellement chaque nouveau projet, toujours avec le soutien inconditionnel de Michel. Par un matin particulièrement agité,
Alors que Marie supervisait l'installation de nouveaux équipements dans l'aile pédiatrique, une jeune infirmière vint la chercher, visiblement émue. « Madame Marie, vous devez voir ça », dit la jeune femme, la guidant jusqu'à la salle d'attente. « C'est Madame Martin, celle qui amenait. Toujours son petit-fils pour le traitement de l'asthme. Elle pleure, mais de joie. » Dans la salle d'attente, Madame Martin serrait le petit Jean, 6 ans, dans ses bras tout en parlant avec d'autres mères. « 3 mois, disait-elle, souriant à travers ses larmes. « Seulement 3 mois de traitement avec les nouveaux médicaments, et mon petit-fils est déjà un autre enfant. Avant, nous passions des nuits entières aux urgences. » Marie sentit son cœur se réchauffer. C'étaient des histoires comme celle-ci qui donnèrent du sens à tout ce travail acharné. Chaque vie transformée, chaque famille aidée était une confirmation qu'ils étaient sur la bonne voie. Plus tard, dans son bureau à la Fondation, Marie révisait des rapports quand Michel entra, portant un vieux dossier. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives de ma mère, » dit-il s'asseyant en face d'elle. « Un projet qu'elle n'a jamais pu réaliser. Un réseau intégré d'hôpitaux-écoles, axé sur la formation de nouveaux professionnels, tout en offrant des soins gratuits à la population. » Marie mit les rapports de côté, intriguée. Ce serait révolutionnaire. Nous pourrions non seulement traiter des patients, mais aussi former une nouvelle génération de médecins et d'infirmières engagés dans la santé publique. Exactement comme ma mère le rêvait, compléta Michel, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et je pense que nous avons enfin les moyens de concrétiser cela. Le projet prit forme rapidement. L'ancien manoir Le Roi, maintenant entièrement rénové, serait transformé en premier campus de l'Institut Sophie Le Roi d'enseignement et de recherche en santé. Les jardins qu'elle aimait tant laisseraient place à des zones de convivialité pour les étudiants et les patients. Le docteur Paul, qui suivait de près tous les changements, apporta une suggestion précieuse lors d'une des réunions de planification. « Nous devons inclure un programme de bourse d'études », proposa-t-il. « Donner l'opportunité à des jeunes talentueux qui n'auraient jamais rêvé d'étudier la médecine ou les soins infirmiers en raison des coûts. » L'idée fut immédiatement adoptée. Marie se rappela son propre parcours, des difficultés qu'elle avait rencontrées pour se former, des nuits d'études après des gardes épuisantes. « Allons plus loin », suggéra-t-elle enthousiaste. « Nous pouvons créer un système de mentorat où chaque boursier sera accompagné par un professionnel expérimenté. Nous ne voulons pas seulement former des techniciens, nous voulons former des humanistes. » L'enthousiasme était contagieux. Les employés de l'hôpital qui se sentaient auparavant dévalorisés participèrent maintenant activement au changement, suggérant des améliorations et partageant des expériences. Un après-midi, alors qu'il supervisait les travaux de l'Institut, Michel surprit Marie avec une révélation. « J'ai trouvé d'autres notes de ma mère, » dit-il, sa voix douce. « Elle a écrit à propos de toi jusqu'à ces derniers jours. Savais-tu qu'elle t'appelait l'ange en blouse ?» Marie sourit, se rappelant les longues conversations avec Sophie. Elle disait toujours que les anges existent, mais préfèrent porter des blouses plutôt que des ailes. Je lui répondais que c'était elle l'ange, pensant toujours aux autres. Et elle avait raison à ton sujet, continua Michel, prenant sa main. Non seulement pour avoir pris soin d'elle, mais pour tout ce que tu fais maintenant. Tu as transformé non seulement la fondation, mais aussi moi. Le soleil de l'après-midi baignait le chantier, où ce qui était autrefois symbole de pouvoir et d'ostentation se transformait en un lieu d'espoir et de guérison. Les ouvriers travaillaient au son de leurs propres conversations et rires, élevant non seulement des murs, mais des rêves. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit Marie, observant le mouvement. « Voir comment une tragédie peut se transformer en bénédiction. Ton accident, qui aurait pu être la fin de tout, a fini par être le début de quelque chose de bien plus grand. » Michel l'enlaça par derrière, tous deux contemplant l'avenir qu'ils construisaient. Ma mère disait toujours qu'il n'existe pas de coïncidence, seulement des rencontres prédestinées. Le vent doux balançait les rideaux des fenêtres, nouvellement installées, apportant le parfum des fleurs du jardin, les mêmes que Sophie aimait tant. C'était comme si elle était là, bénissant chaque nouveau pas de ce voyage de transformation. L'inauguration de l'Institut Sophie Le Roi était prévue pour une date spéciale, exactement 1 an après la nuit pluvieuse où Marie avait trouvé Michel sur la route. L'événement réunirait des autorités, des professionnels de la santé et surtout les personnes qui bénéficieraient du projet. Le matin de l'inauguration, Marie se réveilla avant le lever du soleil. Elle enfila sa blouse blanche par-dessus,
Sa robe formelle, un choix symbolique qui représentait l'union entre sa vie d'infirmière et son nouveau rôle à la Fondation. Sur sa poitrine, une broche spéciale, une petite orchidée en argent, cadeau que Sophie avait laissé pour elle auprès d'une infirmière avant de partir. « Tu es magnifique », dit Michel, la rejoignant dans le jardin de l'Institut. Lui aussi avait choisi une tenue significative, le costume bleu que sa mère préférait, avec un mouchoir dans la poche orné de petites orchidées. « Nerveuse » demanda-t-il, remarquant comme elle ajustait constamment sa blouse. « Un peu », admit Marie, « mais c'est une bonne nervosité, comme celle que je ressentais lors de mes premières gardes, sachant que je pourrais faire la différence dans la vie de quelqu'un. » L'auditorium principal était comble, au premier rang des visages familiers, Dr Paul, l'équipe de l'hôpital, Madame Martin avec le petit Jean, maintenant complètement rétabli de son asthme. Sur les murs, des photos racontaient l'histoire de la Fondation, avec une attention particulière pour un beau portrait de Sophie. Michel fut le premier à discourir. « Il y a 1 an, j'étais un homme sans mémoire, sauvé par un ange en blouse blanche dans une nuit d'orage, » commença-t-il, arrachant des sourires à l'assistance. « Aujourd'hui, je suis ici non seulement avec mes souvenirs retrouvés, mais avec de nouveaux rêves et objectifs. » Il continua, racontant l'histoire de la transformation de la Fondation, la lutte contre la corruption, la réalisation du rêve de sa mère. Lorsque vint le moment d'appeler Marie sur scène, sa voix se brisa d'émotion. Cette femme extraordinaire n'a pas seulement sauvé ma vie cette nuit-là, mais a aussi pris soin de ma mère dans ses derniers moments. Et maintenant, elle aide à sauver des milliers d'autres vies à travers cet institut. Marie monta sur scène sous des applaudissements chaleureux. Son discours alla droit au cœur de tous les présents. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment, dit-elle, sa voix ferme et émue. Nous inaugurons un rêve qui a commencé dans le cœur d'une femme extraordinaire, Sophie Leroy, qui croyait que le véritable pouvoir réside dans le service aux autres. » Elle poursuivit, présentant les programmes qui seraient mis en œuvre, les bourses d'études pour jeunes défavorisés, le centre de recherche sur les maladies tropicales, l'aile de traitement spécialisé gratuit. Mais par-dessus tout, conclut-elle, nous inaugurons un nouveau concept de soins, parce qu'ici, chaque patient sera traité avec le même dévouement que j'ai un jour consacré à Sophie, que Michel a reçu cette nuit pluvieuse, que chaque professionnel de santé rêve de pouvoir offrir. La cérémonie culmina avec le dévoilement d'une plaque spéciale dans le jardin d'hiver, maintenant transformée en espace de vie pour les patients en convalescence. La plaque portait une phrase que Sophie avait l'habitude de répéter. « L'amour est le médicament le plus puissant, et la compassion son principal composant. » Pendant que les invités circulaient dans l'Institut, Marie et Michel trouvèrent un moment d'intimité dans l'ancien bureau de Sophie, maintenant transformé en bibliothèque. « Elle serait si fière, » dit Marie, observant la photo de Sophie qui occupait une place de choix sur le mur. « Elle l'est, » répondit Michel l'enlaçant par derrière. « Et je suis sûr que c'est elle qui a guidé ma voiture jusqu'à cette route cette nuit-là, sachant que tu y serais. » Le son des rires et des conversations animées parvenait par la fenêtre ouverte. Dehors, l'Institut pulsait d'une vie nouvelle, des étudiants découvrant leur salle de classe, des patients explorant les nouveaux espaces de traitement, des professionnels planifiant des projets futurs. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit Marie, se tournant pour faire face à Michel. « Voir comment l'amour peut tout transformer. L'amour d'une mère pour son fils, l'amour pour la profession, l'amour pour son prochain, et notre amour, né au milieu de tant de turbulences. » Michel sourit, touchant doucement la broche en forme d'orchidée sur sa blouse. « Ma mère disait toujours que l'amour véritable est comme une orchidée. Il a besoin de soins, de patience et de dévouement pour fleurir. Mais quand il fleurit, sa beauté dépasse toutes les attentes. » Par un après-midi particulièrement important, Marie dirigeait une réunion avec les mentors lorsqu'une nouvelle extraordinaire arriva. L'Institut avait été sélectionné par l'Organisation mondiale de la santé comme modèle d'excellence en soins publics et formation professionnelle. « C'est plus qu'une reconnaissance », commenta le Dr Paul, maintenant coordinateur du programme de mentorat. « C'est la preuve que les rêves peuvent devenir réalité quand il y a dévouement et détermination. » La nouvelle coïncida avec un autre moment spécial. En organisant les derniers documents de Sophie, Michel découvrit une enveloppe scellée adressée à « Mon fils et sa future compagne de vie ». La date marquée pour l'ouverture était exactement ce jour-là. Elle savait,
murmura Michel, regardant Marie, avec des yeux embués. D'une certaine façon, elle a toujours su que ce moment arriverait. Ensemble, assis dans le jardin d'hiver où tant de souvenirs avaient été construits, ils ouvrirent l'enveloppe. L'élégante calligraphie de Sophie remplissait plusieurs pages, mais ce fut le premier paragraphe qui fit accélérer leur cœur. « Mon cher fils et ma douce Marie, oui, je sais que c'est toi, mon infirmière au cœur immense. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que le destin a accompli son rôle. L'amour, cette force mystérieuse qui fait tourner l'univers, a trouvé un moyen de vous unir tous les deux. » Marie serra la main de Michel avec force, tandis qu'il continuait la lecture. Sophie décrivait comment elle avait reconnu en Marie la même essence de bonté et de détermination qu'elle voyait en son fils. Elle parlait de ses rêves pour la fondation, de comment elle croyait que le véritable but de la richesse était de servir son prochain. « Mais par-dessus tout, concluait la lettre, je veux que vous sachiez que le plus grand héritage que nous puissions laisser dans ce monde ne sont pas des constructions ou des fortunes, mais l'amour que nous plantons dans le cœur des gens. Michel, mon fils bien-aimé, en Marie, tu as trouvé non seulement une compagne, mais une partenaire de mission. Et Marie, ma chérie, en mon fils, tu as trouvé quelqu'un qui partage ta vision d'un monde plus juste et compatissant. » Les derniers mots de la lettre apportèrent un sourire à leurs lèvres. « Il ne me reste plus qu'une recommandation. Ne laissez pas la grandeur du travail que vous accomplissez éclipser la simplicité de l'amour que vous ressentez. Car c'est de cet amour que naîtra la force de continuer à transformer des vies. » Ce même soir, l'Institut reçut une visite inattendue. Une dame âgée, appuyée sur une canne, demanda à rencontrer l'ange en blouse, qui avait inspiré tant de changements. C'était une ancienne patiente de l'hôpital municipal qui, des années auparavant, avait été soignée par Marie lors d'une nuit difficile. « Je n'ai jamais oublié votre regard de compassion, » dit la dame émue. « Et maintenant, voyant tout ce que vous avez construit, je comprends que ce regard n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. » Cette visite inspira Marie à créer un projet supplémentaire, un programme d'accueil spécial pour les personnes âgées, combinant soins médicaux et activités sociales et culturelles. Le jardin d'hiver, tant aimé par Sophie, serait le cœur de ce nouveau projet. « Nous l'appellerons Jardin des Mémoires », suggéra-t-elle à Michel. « Un lieu où les gens pourront non seulement recevoir des soins, mais aussi partager leurs histoires, leurs rêves, leurs expériences. » Michel embrassa l'idée avec enthousiasme. « Ma mère disait toujours que chaque personne porte un jardin en elle. Certaines ont juste besoin d'un peu de soin pour refleurir. » Tout en planifiant ce nouveau projet, observant le soleil se coucher à travers le toit en verre du jardin, tous deux ressentirent une certitude profonde. Ils n'honoraient pas seulement la mémoire de Sophie, mais construisaient leur propre héritage d'amour et de soins. L'Institut Sophie Leroy était devenu bien plus qu'un centre d'excellence en santé. C'était un témoignage vivant de comment l'amour peut transformer la tragédie en triomphe, la douleur en détermination et les rêves en réalité. Et au centre de tout cela se trouvait l'histoire d'une infirmière qui s'était arrêtée pour aider un inconnu par une nuit d'orage, prouvant que les plus grands miracles commencent souvent par les gestes les plus simples. Le Jardin des Mémoires devint rapidement le cœur battant de l'Institut Sophie Leroy. Dans ces allées soigneusement aménagées, entre orchidées et roses, les histoires de vie s'entremêlaient avec des histoires de guérison. Marie tenait à y passer quelques moments chaque jour, conversant avec les patients, écoutant leurs expériences. Ce fut pendant l'une de ces conversations qu'elle rencontra Madame Céleste, une dame de 85 ans qui avait travaillé comme gouvernante au manoir Leroy durant l'enfance de Michel. Ses histoires sur Sophie étaient de véritables trésors. Elle passait des heures dans ce même jardin, raconta Céleste, ses yeux brillants de souvenirs. Elle disait toujours que les fleurs étaient comme les personnes, chacune unique, chacune nécessitant un type spécial de soins pour s'épanouir. Michel, qui participait de plus en plus activement au quotidien de l'Institut, trouva en Madame Céleste un lien précieux avec son passé. À travers ces histoires, des souvenirs longtemps oubliés remontaient à la surface, des moments simples avec sa mère, des leçons de vie qu'elle transmettait subtilement. « Je m'en souviens comme si c'était hier », dit Céleste un après-midi, alors qu'ils prenèrent le thé dans le jardin. Sophie disait toujours que son fils avait un cœur différent des autres Leroy. « Il comprendra un jour, disait-elle,
que la véritable richesse est dans le bien que l'on fait. L'impact de l'Institut sur la communauté grandissait chaque jour. Le programme de bourse d'études avait déjà été étendu, doublant le nombre de bénéficiaires. L'aile de traitement spécialisée recevait des patients de tout le pays, offrant de l'espoir là où il n'y avait auparavant que désespoir. Marie maintenait sa routine de gardes aux urgences, désormais non plus par nécessité mais par choix. « C'est ma façon de garder les pieds sur terre », expliquait-elle quand on la questionnait. « Chaque patient que je soigne me rappelle exactement pourquoi nous avons commencé tout cela. » Un matin particulièrement chargé, alors qu'elle s'occupait d'une jeune mère et de son bébé, Marie remarqua quelque chose de spécial. La femme était l'une des premières boursières de l'Institut, maintenant diplômée et travaillant comme pédiatre. « Vous avez changé ma vie », dit la jeune médecin, les larmes aux yeux. « Pas seulement la mienne, mais celle de tous les patients que je peux désormais aider. » Le cycle de transformation se complétait. Ceux qui avaient été aidés devenaient à leur tour agents de changement, multipliant le bien dans une réaction en chaîne de compassion et de soins. Michel, observant l'impact croissant du travail qu'ils accomplissaient, proposa quelque chose de plus ambitieux encore, étendre le modèle de l'Institut à d'autres régions du pays. « Nous pouvons créer un réseau de centres d'excellence », expliqua-t-il lors d'une réunion du conseil. Chacun adapté aux besoins locaux, mais tous suivant les mêmes principes d'humanisation et de qualité. La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Le docteur Paul, devenu l'un des principaux piliers de l'Institut, commençait déjà à cartographier les emplacements possibles et les partenariats. « Mais nous devons préserver l'essence », rappela Marie. « Nous ne pouvons pas devenir simplement un réseau d'hôpitaux. Chaque centre doit être un lieu de transformation, d'espoir. » C'est à ce moment que Michel partagea son idée la plus audacieuse, transformer l'ancienne salle de réunion de la Fondation Leroy, où tant de décisions discutables avaient été prises, en un musée vivant de l'histoire de l'Institut. « Nous exposerons non seulement nos succès, proposa-t-il, mais aussi notre parcours de transformation. Montrer comment il est possible de changer une histoire de pouvoir et d'avidité en une histoire d'amour et de service. » Le projet du musée prit forme rapidement. Sur ces murs, des photos racontèrent l'histoire depuis le début. La nuit pluvieuse de l'accident, les premiers jours à l'hôpital, la lutte contre la corruption, l'inauguration de l'Institut. Un panneau spécial fut dédié à Sophie, ses paroles de sagesse éternisées pour inspirer les générations futures. Mais le cœur du musée était une salle spéciale appelée « Histoire de transformation », où patients, étudiants et professionnels pouvaient enregistrer leurs propres témoignages, créant une archive vivante d'espoir et de dépassement. Ce fut pendant l'organisation de cet espace que Marie découvrit une autre surprise laissée par Sophie. Un album photo soigneusement monté, avec une note jointe « Pour quand le moment sera venu ». L'album contenait des photos de différentes phases de la vie de Michel, toutes accompagnées de petites réflexions écrites par Sophie. La dernière page, cependant, était vierge, avec seulement un message « Cette page est pour l'histoire que vous écrivez maintenant ». Marie et Michel décidèrent que cette page blanche serait remplie non seulement de leurs histoires personnelles, mais de l'histoire collective de tous ceux qui faisaient partie de l'Institut Sophie Leroy. Une histoire qui continuerait à être écrite pendant de nombreuses générations, inspirant toujours de nouveaux chapitres d'amour, de soins et de transformation. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration de l'Institut Sophie Leroy. La petite graine d'espoir plantée cette nuit pluvieuse avait fleuri en un arbre majestueux dont les fruits nourrissaient rêves et transformaient des vies à travers tout le pays. Par un matin spécial de printemps, Marie traversait les couloirs de l'Institut d'un pas pressé. L'endroit était en effervescence avec les préparatifs pour la remise des diplômes de la première promotion complète de boursiers, 100 jeunes, professionnels de la santé, prêts à répandre dans toute la France la philosophie de soins et de compassion qu'ils avaient apprise là. « Marie !» appela une voix familière. C'était Lucie, l'une des premières boursières, maintenant coordinatrice du programme d'accueil pour personnes âgées. « Je dois te montrer quelque chose d'incroyable. » Dans le jardin des mémoires, un groupe de personnes âgées participait à une activité spéciale. Ils enregistrèrent leurs histoires de vie pour les archives du musée. Parmi eux, Madame Céleste partageait plus de précieux souvenirs sur Sophie. Elle avait un dicton particulier, racontait l'ancienne gouvernante, les yeux brillants. Elle disait que la vie est comme une grande broderie. De l'arrière, on voit les nœuds et les fils emmêlés, mais de l'avant se forme un dessin parfait.
Marie sourit, pensant à combien cette métaphore s'appliquait parfaitement à l'histoire qu'ils avaient vécue. Chaque moment difficile, chaque obstacle surmonté avait contribué à former le plus grand dessin qu'ils contemplaient maintenant. Michel apparut dans le jardin, portant une surprise. L'ancien journal de sa mère avait été transformé en livre. Manuel du cœur, leçon de Sophie Leroy sur l'amour et le soin, serait distribué gratuitement dans les hôpitaux publics de tout le pays. « Regarde ça, dit-il, ouvrant le livre à une page marquée. J'ai trouvé cette note qu'elle a écrite sur le jour où elle t'a rencontré à l'hôpital. » La calligraphie délicate de Sophie remplissait la page. « Aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune infirmière qui m'a rappelé que les anges existent et préfèrent de porter des blouses plutôt que des ailes. Il y a en elle une lumière spéciale, la même lumière que je vois dans les yeux de mon fils. Peut-être que l'univers, dans sa sagesse infinie, entrelacera un jour leur chemin. » L'émotion submergea Marie. Tant d'années s'étaient écoulées depuis ses gardes à prendre soin de Sophie, et pourtant, la connexion restait vivante et palpitante. Le jour de la remise des diplômes arriva, transformant l'auditorium de l'Institut en une mer de blouses blanches et de sourires pleins d'espoir. Chaque diplômé portait une orchidée blanche, la fleur préférée de Sophie, et un engagement renouvelé envers la médecine humanisée. Durant la cérémonie, une surprise émouvante. Des représentants de 5 départements différents annoncèrent la mise en place de nouveaux centres basés sur le modèle de l'Institut Sophie Leroy. Le rêve d'expansion devenait réalité. Mais ce n'est pas tout, annonça Michel, sa voix chargée d'émotion. Chaque nouveau centre aura un jardin des mémoires, un espace dédié à préserver les histoires de guérison et de transformation. Le public applaudit debout lorsque Marie monta sur scène. Son discours aux diplômés transcenda les paroles protocolaires, devenant un témoignage vivant de comment l'amour peut transformer les réalités. « Chacun d'entre vous, dit-elle, regardant dans les yeux des jeunes professionnels, porte désormais non seulement un diplôme, mais une mission, la même mission que Sophie Leroy nous a enseignée, transformer le savoir en soin, la technique en compassion, le pouvoir en service. » À la fin de la cérémonie, alors que les diplômés célébraient avec leurs familles, Marie et Michel trouvèrent un moment de calme dans le jardin des mémoires. Le soleil se couchait peignant le ciel de teintes roses et dorées, couleur que Sophie aimait tant. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit Marie, observant une jeune diplômée embrassant une patiente âgée dont elle s'était occupée pendant son stage. Voir comment l'amour a ce pouvoir multiplicateur. Chaque vie touchée devient une nouvelle source de lumière. Michel l'enlaça par derrière, ses yeux également fixés sur la scène. « Ma mère disait toujours que l'amour véritable est comme une source inépuisable. Plus on donne, plus il se renouvelle. » À ce moment, un groupe d'enfants du programme de pédiatrie passa en courant dans le jardin, remplissant l'air de leurs rires. Parmi eux se trouvait le petit Jean, maintenant complètement guéri de son asthme, rêvant de devenir médecin comme tante Marie. Le cercle se complétait. Ce qui avait commencé comme une rencontre sous la pluie s'était transformé en une vague de transformation qui continuerait à grandir et à toucher des vies pour des générations. Le coucher de soleil teintait le ciel de monts-verts de tons dorés lorsque Marie et Michel marchèrent dans le jardin des mémoires, exactement 3 ans après cette nuit pluvieuse qui avait changé leur vie. L'Institut Sophie Leroy pulsait d'une énergie renouvelée. Dans les couloirs, jeunes médecins et infirmières se mêlaient aux patients et visiteurs, créant une atmosphère unique d'accueil et d'espoir. « Regarde, » dit Marie, s'arrêtant près d'une orchidée particulièrement belle. « Elle est de la même espèce que celle que cultivait ta mère. » Michel sourit, reconnaissant la fleur. Elle disait que les orchidées sont comme l'amour. Elles ont besoin de patience, de dévouement et du bon environnement pour s'épanouir. Le moment fut interrompu par une agitation joyeuse, venant du nouveau pavillon pédiatrique. Un groupe d'enfants, tous portant des mini-blouses, partis du programme Petits Soignants, participait à une activité spéciale. Parmi eux se trouvait Marie, l'ancienne patiente de l'hôpital, maintenant bénévole du programme. « Savez-vous pourquoi cet endroit est si spécial ?» racontait-elle aux enfants. « Parce qu'il a commencé par une histoire d'amour, une histoire qui nous enseigne que les plus grands miracles se produisent quand nous ouvrons notre cœur pour prendre soin des autres. » Marie et Michel observèrent la scène avec émotion. L'Institut était devenu bien plus qu'un centre de santé. C'était un pôle irradiant de transformation sociale. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes.
Plus de 1000 boursiers diplômés, 10 nouveaux centres répandus à travers le pays, des milliers de vies transformées. Mais ce n'étaient pas seulement les chiffres qui importaient. C'était le changement qualitatif dans la vie des gens, les histoires de dépassement, les sourires reconquis. Le Jardin des Mémoires, maintenant rempli de témoignages vidéo, attestait de cette transformation quotidienne. J'ai trouvé un « autre journal de maman », dit doucement Michel, sortant un petit carnet de sa poche. Celui-ci est différent des autres. Ce sont des prévisions qu'elle faisait pour l'avenir. Ensemble, ils s'assirent sur un banc du jardin, protégés par l'ombre d'un arbre que Sophie avait planté des décennies auparavant. Les pages du journal révélaient non seulement des rêves pour la fondation, mais aussi des espoirs profonds pour son fils. Un jour, lut Michel, sa voix émue, « Mon fils trouvera quelqu'un qui lui fera comprendre que le vrai pouvoir n'est pas dans la possession, mais dans le service. Quelqu'un qui, comme lui, porte dans son cœur la graine de la transformation. » Marie entrelaça ses doigts avec les siens, émue. « Ta mère avait un don spécial pour voir au-delà de l'apparent. Et elle avait raison sur tout, » compléta Michel. « Sur toi, sur nous, sur le pouvoir de l'amour à transformer les réalités. » Le son des rires d'enfants continuait à remplir l'air, se mêlant au chant des oiseaux et au murmure des feuilles dans le vent. À l'horizon, le soleil commençait sa descente, peignant le ciel des mêmes couleurs que cette nuit fatidique. « Tu sais ce qui m'émeut le plus » dit Marie, observant une jeune infirmière aider un homme âgé à marcher dans le jardin. « Voir comment chaque personne qui passe par ici emporte avec elle une graine d'espoir. C'est comme si nous cultivions un jardin infini de possibilités. » Michel l'embrassa tendrement. « Et penser que tout a commencé par un geste d'amour, toi t'arrêtant sous la pluie pour aider un inconnu. Ce n'était pas une coïncidence, sourit Marie. C'était ta mère guidant nos chemins même après son départ. » L'Institut poursuivait son travail inlassable, désormais un phare d'espoir pour tout le pays. Le modèle de gestion humanisée était devenu une référence internationale, inspirant des changements dans les systèmes de santé du monde entier. Mais pour Marie et Michel, le véritable succès ne résidait pas dans les prix ou les reconnaissances. Il était dans les petits miracles quotidiens, dans le sourire d'un enfant rétabli, dans l'étreinte reconnaissante d'une personne âgée, dans le dévouement des jeunes professionnels qui portaient plus loin l'héritage de Sophie. Le soleil finit par se coucher, mais le jardin restait illuminé, non seulement par les douces lumières distribuées entre les fleurs, mais par l'éclat spécial que seul l'amour véritable